Super. Et on va commencer par notre premier intervenant, qui est donc Giorgio Paoletto, qui va vous expliquer un peu les fondamentaux du design thinking, un outil qui peut être très pratique pendant le hackathon pour innover. Donc Giorgio, qui est directeur de la stratégie et de l'innovation au service industriel de Genève, DSIG. Et on continuera par une présentation de Vanessa Tribet sur la visualisation des données, comment utiliser les données et les mettre en forme pour mieux les exploiter. Donc voilà, Giorgio, je te laisse la main pour nous parler du design thinking. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis merci de votre temps. Je vais vous partager mon écran directement. J'espère que voilà, ça va ça va prendre un petit moment peut-être pour s'activer. Euh, donc, Giorgio Poletto, comme j'ai été présenté, donc mon travail c'est de stimuler l'innovation au sein des services industriels. Et pour ce faire, en fait, on a beaucoup utilisé, on continue d'utiliser une méthodologie, une approche qui s'appelle le design thinking. Alors peut-être juste pour savoir, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, juste en levant la main, qui ont déjà entendu parler de ce genre de méthodo? Ouais, super. Il y a en tout cas une, deux personnes, plus, voilà. Ouais, nickel. Donc voilà, n'hésitez pas, on va faire un survol rapide, hein. Ça, c'est des choses qui sont effectivement intéressantes à voir, mais surtout à pratiquer. Donc on va essayer de passer rapidement pour que vous puissiez sentir un petit peu dans quel moment vous êtes. Et toute l'idée, c'est évidemment, c'est pas une méthodologie au sens strict comme un processus où on peut aboutir à une innovation à chaque fois, mais je trouve que c'est ce qui a relativement été intéressant, c'est qu'ils ont su capturer les états d'esprit qu'il faut avoir, les moments où on va se trouver plutôt dans une position ou plutôt dans une autre posture. Donc c'est une espèce de boîte à outils pour reconnaître dans quel moment on est et comment est-ce qu'on va progresser à chaque fois. Voilà, voilà. Donc, quelques exemples. Alors, c'est des exemples de produits, mais évidemment, selon votre application, vous verrez aussi les applications. Mais je voulais vous donner simplement un large aperçu. Alors, ce que vous avez à gauche, hein, la bouteille de ketchup, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. Pas évident de faire sortir le ketchup de la bouteille, hein. Et puis tout à coup, quelqu'un a quand même eu l'idée, un designer de produit, hein, cette fois-ci, s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on la mettrait pas dans l'autre sens? C'est plutôt une bonne idée. Et je pense que la plupart maintenant des bouteilles qui sont vendues sont plutôt du style de ce qui est à gauche, mais il y a encore une autre possibilité, parce que c'est des bouteilles en plastique, donc c'est pas très bon pour la récupération. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé encore une idée plus originale, qui est de coller l'étiquette de cette manière-là. Et en fait, si vous collez l'étiquette de cette manière-là, ça vous donne exactement l'angle qu'il faut pour que le ketchup coule sans gicler. Donc, vous voyez, vous penchez la bouteille de manière à ce que l'étiquette soit verticale et vous avez le bon angle pour que le ketchup coule sans avoir à le faire, à taper à l'arrière de la bouteille comme on fait tous. Et pour que ça sorte. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote, mais peut-être une anecdote qui est plus pertinente sur les exemples encore d'après. Mais quand vous voyez une brosse à dents pour les enfants, tout le monde pense que ça a été toujours comme ça. En fait, non, pas du tout. Les premières brosses à dents qui étaient faites pour les enfants, c'était simplement une réplique de brosse à dents en petit d'une brosse à dents pour adultes. Alors que, en fait, les innovateurs, les designers qui ont fait ça, hein, ont remarqué en observant vraiment les enfants qu'ils n'ont pas du tout la même préhensilité au niveau de la main. Et que donc, quand on a une brosse à dents trop petite, ce qui va se passer, c'est que la poignée est trop petite, ils n'arrivent pas à la tenir, donc ils la tiennent toujours plus haut. Et en fait, ils se brossent jamais les dents au fond, ils se tapent les gencives avec la main, et en fait, ça marche pas bien. Et le fait qui était complètement contre-intuitif, c'était de faire une brosse à dents avec une grosse poignée. Et donc, une grosse poignée était l'observation clé qui fait qu'il fallait trouver quelque chose. Maintenant, toutes les brosses à dents sont comme ça. Et c'est bon, ça a passé. Keep the change, c'est un autre exemple pour vous montrer que, en fait, ces approches de design ou de conception innovante, hein, sont des choses qui s'appliquent à plein de sujets. Du digital à l'expérientiel, au business model et à d'autres choses, donc aux objets. Ici, c'était une banque qui voulait, une Bank of America, qui voulait
Vous savez qu'aux États-Unis, c'est un gros problème d'épargner, hein. Les gens ont plutôt la tendance à consommer et moins à épargner. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes générations aussi, qui ont accès à une carte de débit ou de crédit, pensent à épargner ou en tout cas trouvent un système pour épargner facilement? Alors, Keep the Change, c'est simplement chaque fois que vous faites une transaction, en fait, on arrondit le montant à l'euro ou au dollar supérieur. Et en fait, ces petits centimes vont directement sur le compte épargne. Et donc, votre livret, il s'augmente automatiquement à chaque fois que vous consommez, vous épargnez aussi un petit quelque chose. Maintenant, ça s'est diffusé, il y a plein de banques qui ont ce type de choses, mais pendant plusieurs années, ils ont été aussi, ils ont su attirer des générations plus jeunes. Et puis, le dernier que j'aime beaucoup aussi, qui est le Embrace Incubator, c'est parti depuis l'observation que des femmes au Népal avaient un taux de mortalité des enfants qui était très grand à cause de la température trop basse. Et vous savez qu'un nourrisson ne peut pas se chauffer facilement tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des incubateurs. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces incubateurs sont extrêmement technologiques. Il faut du courant. Vous imaginez bien que dans un village reculé au Népal, vous n'avez pas de l'électricité tous les jours. Et donc, les solutions qui étaient ce qui amenait malheureusement parfois à des brûlures aussi sur les enfants. Et donc, des gens, enfin des étudiants, hein, un peu comme certains d'entre vous, de la Design School à Stanford ont observé ça. Ils ont fait avec d'abord simplement des Ziploc, hein, vous savez, ces sacs en plastique, et puis de la vaseline. Ils ont simplement mis ça là-dedans et en fait, c'est un produit qui, quand vous le trempez dans l'eau chaude, reste chaud assez longtemps. Et ils ont fait une espèce de chaufferette qui restait à une température assez une trentaine de degrés, hein, ou une quarantaine de degrés, ce qui a permis ensuite de faire une espèce d'incubateur qui est très low cost, hein, et aussi pour des situations extrêmes. Et donc, ils ont sauvé des millions de vies d'enfants finalement avec une idée d'observation qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il fallait utiliser quelque chose qui pouvait chauffer et puis que les mamans ne pouvaient pas se rendre jusqu'à l'hôpital le plus proche, mais qu'il fallait trouver quelque chose de plus local. Voilà, 3 exemples ou 4 exemples qui vous donnent un peu le ton d'innover, c'est aussi trouver une façon ingénieuse, hein, de résoudre un problème qui n'était pas vu encore jusqu'à présent. Alors, le chemin pour innover, c'est ce qu'on pense souvent, c'est on a une grande idée et puis ensuite on la réalise et on gagne. Et puis par malheur, il y en a qui n'ont pas une grande idée et puis à ce moment-là, ils font tout faux, ils se trompent et ils se plantent. Et en fait, pas du tout. C'est un chemin qui est souvent parsemé d'embûches. Donc, on va itérer, on va passer plusieurs fois sur des choses qui marchent à moitié ou on va se rendre compte qu'il faut prendre un autre point de départ pour rebondir sur autre chose. Et à chaque étape, en fait, on aura appris quelque chose. Et cet enseignement est utile pour finalement arriver au résultat de l'innovation qui ensuite atteint son public, atteint son impact. Alors, le mot design, il est extrêmement chargé. Il est souvent très lourd. Si je vous demandais de définir ce qu'est le design, hein, dans le design thinking, souvent on penserait à l'aspect esthétique, hein. En plus, je vous ai montré des objets, des choses comme ça. Mais en fait, souvent, la partie du design, c'est plutôt la partie de to design en anglais, hein, concevoir. Et donc, on sort vraiment de tout ce qui est la décoration, le côté flashy qui est à l'extérieur, mais c'est vraiment trouver une solution, concevoir quelque chose de nouveau. Et donc, en français, on parle aussi souvent de pensée design ou conception innovante, si vous cherchez ce genre de choses. Et puis, l'autre notion qui est souvent mal comprise ou peut-être qui est dans le modèle mental qu'on peut avoir, c'est la notion de prototype. Alors, vous voyez, un prototype, ça pourrait être un concept car, comme ça, pour ceux qui voient ce genre de véhicule dans des magazines ou sur des représentations, on va dire, virtuelles. La plupart du temps, un prototype, ça ressemble plutôt à ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire quelque chose qui a été bricolé avec assez peu de moyens pour voir si une chose précise ou plusieurs choses font du sens ou pas. Donc, avant d'en arriver à quelque chose qui est très léché,
il faut commencer par quelque chose d'assez frustrant. On reviendra sur ça, sur cette idée du prototype qui doit être quelque chose que vous garderez en tête pour essayer aussi dans le hackathon des choses qui sont, on va dire, à moitié cuites pour essayer de trouver un morceau de solution avant de trouver la solution. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dénomination de design thinking? Alors, certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, hein. C'est essentiellement une méthodologie, hein, une méthode qui permet d'innover, mais de manière systématique, c'est-à-dire de voir quelles sont les choses qu'on a, la boîte à outils qu'on a pour pouvoir aborder des problèmes qui sont souvent complexes, touffus, dont on n'a pas tout de suite une solution, et puis de le faire de manière collective aussi avec différentes personnes, ce qui est également cher à l'intelligence collective des hackathons. Donc, c'est une chose importante. Le fait que ce soit centré sur les humains, c'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème pour les gens, et aussi respecter les limites de la nature, etc. Donc, on peut intégrer ces contraintes naturelles et humaines rapidement et se centrer aussi sur la problématique. C'est inspiré de la démarche de ce qu'on appelle les designers, c'est-à-dire les gens qui font, par exemple, de la conception d'objets ou de la conception industrielle ou des urbanistes ou des gens comme ça. Et puis, c'est applicable, comme je vous le disais, dans des domaines extrêmement variés, hein, du service aux produits, au digital, aux expériences. Nous, par exemple, à SIG, on a refait une grande partie et même toute la stratégie avec des méthodologies de design thinking en itérant, en testant les idées, en voyant ce qui colle, ce qui colle pas et comment est-ce qu'on allait avancer. Et puis aujourd'hui, c'est devenu vraiment une référence, hein. C'est vraiment qui a été investi par cette approche, un des domaines de l'innovation, hein. Vous en avez plein d'autres, mais en tout cas, cette approche-là, elle est reconnue et connue dans les grandes entreprises, mais aussi, on va dire, dans la pratique, hein, de tous les jours, comme vous allez le vivre dans l'expérience que vous allez avoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour donner une définition, moi j'aime bien celle-là. Alors, c'est deux personnages qui ont l'air sympathiques et qui ressemblent un peu à Groucho Marx. C'est en fait des gens tout à fait sérieux, hein. Tom Kelly a été doyen de la Haas Business School à Berkeley, le type à gauche. Le type à droite est professeur d'ingénierie mécanique à Stanford. Vous voyez, c'est pas vraiment que des rigolos. Ils ont derrière un cursus incroyable et c'est justement surtout David Kelly qui a formalisé beaucoup, aussi en se tenant sur les épaules d'autres de géants qui étaient avec lui, cette notion de design thinking, c'est-à-dire cette manière d'approcher le problème en combinant d'une part, comme c'est écrit ici, l'empathie, c'est-à-dire comprendre le problème profondément, se plonger dans le contexte pour vraiment voir c'est quoi le problème. On reviendra sur ce point-là. Ensuite, une deuxième étape qui est vraiment celle de brainstormer, créer des idées, produire des choses pour qu'on ait des solutions, et pas qu'une solution, mais plusieurs solutions. Et puis ensuite, un peu de rationalité quand même dans tout ça pour pouvoir ajuster et dire qu'est-ce qui marche pas, est-ce que ma solution elle est bien adaptée, qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Et puis une quatrième étape, hein, qui n'est pas marquée ici, mais qui est importante aussi, qui est celle de recommencer, en ajustant son tir, hein. Donc, il y a un peu de démarche scientifique d'un côté, mais il y a aussi beaucoup de démarches créatives. Très designer, parce que vous allez à, à, à tester ou innover. J'espère pourra vous inspirer. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Peut-être certains d'entre vous ou certaines, c'est Frank Gehry. Frank Gehry, c'est un des plus grands architectes au monde. Et en fait, Frank, du design thinking, hein. Donc, vous voyez, un des bâtiments qu'il produit, c'est des bâtiments extrêmement souples, comme ça, qui n'ont pas d'angle droit, ça a l'air complètement fou. Et en fait, c'est fait vraiment avec attention. Et bon, c'est un type incroyablement connu et respecté dans le domaine de l'architecture. Alors, quand il commence à faire un bâtiment, vous voyez, ça c'est le premier, la première chose qu'il va dessiner. C'est des vrais dessins de Frank Gehry, hein, pour un client qui va lui payer plusieurs millions de dollars, probablement un bâtiment. Il va lui dire, ouais, ouais, j'ai pensé à quelque chose pour vous. Voilà, voilà le plan. Donc, évidemment, les gens sont un peu étonnés.
Mais vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que certains vont dire: «Ah, mais Monsieur Guéry, j'aime beaucoup la tour sur la gauche que vous avez dessinée», ou «Ah ouais, et le bâtiment allongé qui est à droite, vous pensez qu'il y aura quoi dedans?» Et en fait, ça lui permet d'ouvrir la conversation. Donc, il va faire un deuxième dessin, toujours très précis, hein, parce qu'il ne sait pas dessiner, hein. Non, il est extrêmement bon en dessin, hein. Donc, il va dessiner un autre croquis comme ça, et puis peut-être un troisième. Il dit, voilà, j'ai un plan de coupe là aussi, si vous voulez avoir une idée plus précise, hein. Et donc, tout ça permet d'ajuster et d'avoir cette conversation avec les différentes parties prenantes et avec le bâtiment. Donc, toutes ces esquisses sont faites aussi exprès de manière à ce qu'elles soient relativement frustre et qu'elle soit pas chère à faire, hein. On peut tout de suite déchirer le papier et recommencer. Et vous voyez, l'approche, c'est que seulement après, on va commencer à… Ah ouais, ça, c'est une vue de dessus, pardon. J'avais encore oublié ça. Il y a un pont, vous voyez maintenant. Et puis, évidemment que s'il s'y met un peu, il arrive un peu à se dire, bah, tiens, le revêtement, on va le faire avec des briques en métal, etc. Donc, ensuite, on peut passer à peut-être un prototypage un peu plus serré, un peu plus précis, avec une autre matière, ici du balsa, et puis des plaques on va dire en carton ou en plastique pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, finalement, bah, on peut construire avec un CAD quelque chose d'assez précis. Puis, il ne faut pas oublier que ça doit tenir les contraintes de l'ingénieur, hein. C'est un truc qui doit tenir debout, avoir une ventilation, résister à la pluie, et puis pouvoir s'insérer dans le terrain. Donc, tout ça, ce sont des contraintes dont ils tiennent compte. Mais bien sûr, le début, c'est de concevoir quelque chose de nouveau. Et donc, c'est important de ne pas figer l'idée tout de suite et la bloquer. Et voilà, ça, c'est le résultat un peu de la démarche. On reconnaît quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est cabossé à la réalité pour devenir quelque chose de peut-être assez différent aussi de ce qui avait été prévu au départ. Donc voilà, ça c'est le Guggenheim de Bilbao, certains le reconnaîtront. Alors, ce qui est intéressant dans toute cette approche, c'est que d'un côté, vous avez ce qu'on a tous connu probablement si on a été sur les bancs de l'école ou de l'université ou des écoles d'ingénieurs, c'est qu'on nous a appris on vous distribue un problème et puis ensuite on saute sur la solution et puis on essaye de trouver la solution au problème en découpant les différentes parties, en essayant d'être précis, en ayant des étapes les unes après les autres qui sont déterminées. Et puis, on essaye de faire le plus vite possible la solution la plus juste sans se tromper. Et en fait, il faut mêler ça. Si on veut innover, c'est pas forcément la meilleure manière. Il y a une approche intuitive qui est importante, une autre partie de nos neurones qui consiste non pas à découper le problème, mais plutôt à comprendre quel est le contexte pour faire une solution qui est globale, holistique, hein. Il faut comprendre aussi à travers des histoires, pas que des données. C'est un processus qui n'est pas linéaire, il va être itératif, on va se tromper, on va revenir, on va repartir en arrière. Et puis, plutôt que de prioriser pour fermer, hein, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, voilà, là, c'est la solution, puis maintenant, on va faire un effort monstrueux pour arriver à cette solution. Non, il vaut mieux essayer 3 petites solutions ou 3 petites idées pour voir quelle est la meilleure, et puis ensuite, aller là où la meilleure idée semble être, parce qu'il faut partir aussi de choses concrètes et aussi accepter qu'on ne va pas avoir la solution complète d'un coup et on va valider au fur et à mesure. Ça, c'est aussi un peu des choses que vous allez vivre, c'est-à-dire que un peu ce qu'on disait avant, hein, la partie droite converger, ça veut dire sélectionner des solutions, mais il ne faut pas oublier que pour faire un bon choix, il faut d'abord créer des choix. Et donc, créer des choix, ça veut dire aussi avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, essayer de résoudre quelque chose, mais de façon peut-être originale et différente de ce qu'on a et de voir un peu ce qu'il y a avant. Alors, cette espèce de losange de diverger, converger, vous allez le rencontrer plein de fois. Il y aura des moments où vous serez en mode divergence, donc vous allez créer des choses, etc. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des moments où vous devez aller dans le mode convergence, c'est-à-dire vous dire, bon, maintenant, il reste que 20 minutes, il faut qu'on fasse quelque chose, hein, on va faire un choix et puis on va essayer de voir si c'est ça ou ça qui marche, quoi.
Et donc, les deux sont importants et on ne peut pas se complaire ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, ouais, de nouveau, hein, passer du temps dans l'espace problème, hein, c'est le plat de spaghetti qui est à gauche. C'est un peu ce que Frank Gehry faisait au début. Mais vous avez vu qu'ensuite, il a fait valider son truc et puis qu'au fur et à mesure, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus stable et que la solution va apparaître et au fur et à mesure, vous allez la raffiner aussi. Toute la difficulté étant de savoir quand est-ce que vous allez sortir du plat de spaghetti, hein. Ça, bon, c'est un peu de l'art et pas que de la science. C'est de nouveau, vous voyez, le losange, hein, on va découvrir des choses en s'imprégnant du problème, ensuite définir le problème, ensuite développer une partie de la solution et puis ensuite finalement réaliser un prototype, un test de manière à pouvoir le concevoir de manière plus fine. Ah oui, d'ailleurs, vous allez avoir toutes les planches, hein, ne vous inquiétez pas, on vous les transmettra par la suite pour pouvoir, si ça vous intéresse, les avoir. Alors, le processus, entre guillemets, classique, hein, je vous le présente parce que si vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver. C'est celui qui a été, on va dire, popularisé par justement David Kelly, entre autres, et puis Tom Kelly aussi, et puis aussi d'autres personnes qui ont écrit, qui ont réfléchi à différents moments, à différentes étapes. Alors, vous pouvez les suivre de manière plus ou moins linéaire. On va les voir un tout petit peu ensemble. Et puis, ils l'ont fait autour d'enseignements qu'ils ont donnés à la Design School, à la D-School à Stanford, qui est devenu maintenant un des endroits qui est en concurrence avec la Business School, rendez-vous compte, pour en fait amener non seulement la partie business, mais aussi la partie créative qui manquait tant à certaines solutions du business qui étaient un peu trop carrées. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est que occupez-vous du problème vraiment que les gens ont. La solution technologique que vous avez, alors ça peut être un point de départ, hein, je ne dis pas que c'est pas forcément la mauvaise chose, mais il faut que cette technologie soit utile à quelque chose. Il faut qu'elle crée un impact. Idem avec sa partie environnementale. Prêtez attention à l'environnement, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser la solution, est-ce qu'elle ne consomme pas trop, est-ce que les ressources vont être là. N'oubliez pas que ça va être peut-être passé à l'échelle. Et donc, si on passe à l'échelle, qu'est-ce que ça va faire à l'humain, à la nature? Est-ce qu'on va apporter du bien-être ou est-ce qu'on va apporter quelque chose de négatif? Donc, se centrer sur l'humain et la nature. Deuxièmement, c'est un processus qui se veut collaboratif. On est dans, on va dire, bien sûr, on peut travailler aussi en mode solo. C'est important à des moments de se concentrer, mais c'est essentiellement un sport d'équipe. Donc, ça veut dire que vous allez travailler sûrement en groupe. Vous allez peut-être aussi même profiter des autres groupes. N'hésitez pas à aller voir les autres pour leur dire bah, tiens, on aurait besoin de 10 minutes de votre temps, on aimerait bien avoir votre jus de cerveau là. Et puis que vous nous disiez, que vous nous critiquiez, mais dans un sens constructif en disant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un regard latéral, qu'est-ce que ça apporterait de faire ça, de faire ça? Est-ce que ça vous parle, ça ne vous parle pas? C'est quelque chose qui est très important. Et si vous avez des utilisateurs potentiels sous la main, c'est encore mieux. Optimiste, c'est aussi un état d'esprit important dans l'innovation, hein. Vous ne pouvez pas forcément créer quand vous êtes dans la tristesse. Si vous êtes dans la joie, ça marche mieux. Donc, regardez aussi les parties qui fonctionnent, parce qu'il y aura beaucoup de trucs qui ne vont peut-être pas fonctionner comme vous pensez. Prenez le chemin de moindre résistance, hein. Allez-y sur ce qui fonctionne et vous verrez que l'univers va conspirer pour vous aider. Et puis, expérimental, c'est-à-dire que plus vite vous créerez quelque chose de concret, ici, bah, vous allez voir, c'est des choses qui sont conceptuelles. Bah là, on a simplement bricolé avec du carton, des ciseaux, des choses. Je sais que vous allez avoir probablement des ressources pour faire des prototypages. Utilisez-les à fond, ne restez pas dans votre tête. C'est dangereux. On commence à se créer des histoires, on voit des trucs. Si vous arrivez à sortir votre idée de votre tête, c'est là que vous allez avoir aussi plus de choses qui se réalisent, qui s'éclaircissent. Première étape, donc, comme je vous disais, cette étape de design thinking, c'est une étape… Giorgio, je te coupe. Il est déjà 30, on te laisse un petit peu. Oui, pour un ça. peu vite. Voilà, On va aller plus vite. Voilà. Est-ce que vous me laissez encore oui, on te laisse 5-10 minutes? Oui, bien sûr. On a commencé à 10. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, la première étape, c'est vraiment
pensez au problème. Donc, regardez, mettez-vous dans la posture de quelqu'un qui est le regard du débutant, quelqu'un qui va commencer sans a priori. Et donc là, faites preuve de cette curiosité, soit en allant parler aux gens, soit en observant des habitudes, soit vous-même en essayant de pratiquer la chose que vous voulez résoudre, hein, ou en écoutant si vous faites des interviews de personnes. Deuxième étape, vraiment, souvent, c'est si on a peu de temps, il faut quand même trouver un angle, c'est-à-dire trouver une question générative. Comment est-ce que vous pourriez résoudre telle chose? Et si vous n'avez qu'une chose à résoudre, ce sera ça. Essayez de trouver une question générative qui vous donne un angle. Le troisième étape, c'est vraiment, alors là, c'est la partie fun, où vous pouvez vous lâcher, avoir des idées. C'est la partie idéation. Mais de nouveau, hein, passez pas trop de temps dessus. Dès que vous avez 3, 4, 10 idées, ensuite sélectionnez-en une ou deux pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et puis le prototypage, et c'est là que j'insisterai vraiment beaucoup. Ici, ce que vous avez, c'est un prototype d'un outil chirurgical. Donc, rendez-vous compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir du titane sous la main pour se rendre compte que le truc doit se tenir avec comme une crosse de pistolet et pas avec juste les deux doigts. Donc, et en plus, c'est réellement un prototype de l'outil que vous avez à droite, hein. Donc, c'est vraiment, n'ayez pas peur de faire quelque chose d'assez moche et assez fruste, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si ça colle ou pas à la réalité. Et puis, les formes de prototypes, ben, vous connaissez certainement, ça dépend d'où vous venez, mais si vous avez des applications, ne passez pas du temps à coder des trucs compliqués au début. Faites simplement même un dessin, ou faites-le avec du PowerPoint, ou faites-le avec des applications de prototypage que vous trouverez sur le net, il y en a plein. N'oubliez pas que vous pouvez même prototyper physiquement. Ici, c'est un exemple d'application où simplement, ils ont fait un grand chablon et puis c'est la personne qui fait l'intelligence artificielle qui répond. Donc ça peut être aussi marrant. Vous pouvez vous filmer à une solution possible. Là, c'est un prototypage d'espace, hein, dans un avion, refaire la cabine d'un avion, par exemple. Alors évidemment, on pourrait aller pratiquer ça en faisant, en allant dans un vrai avion, mais là, ils ont construit simplement les dimensions et ils ont mis 3 chaises les unes à côté des autres pour voir si on pouvait faire des couchettes d'avion. Et puis, des prototypages d'espace, j'en passe, hein, bien sûr. Ça, c'est plus facile. On connaît un peu l'histoire. Il y a aussi le storyboarding. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire essayer de faire des cases où vous racontez le processus, hein, d'utilisation de ce que vous avez. Si vous n'avez pas la matière pour le faire, vous pouvez toujours raconter une histoire pour dire ben, voilà comment ce sera utilisé. Et ensuite, c'est ça que vous pensez, il marche ça ou pas. Puis il va vous dire tout de suite, il va réagir, hein, par rapport à ce que vous avez proposé. C'est cool, ouais, mais là, ça j'aime pas, ça c'est pas possible. Et tous ces éléments-là vous permettent d'améliorer la solution. Donc voilà, testez. Essayez de rapidement trouver quelque chose où on essaye quelque chose et puis de voir là ce que vous avez, c'est d'intégration smart pour des quartiers intelligents avec des microgrids. Donc vous vous rendez compte, c'est des trucs super techniques qui coûtent une blinde et en fait là, ben, avec peu de moyens, on arrive à simplement traduire le concept, voir si ça fait du sens. Donc, récapitulation que vous allez vivre probablement dans ces différents moments, c'est que vous allez avoir des moments d'empathie, vous allez écouter plus que vous allez faire. Ensuite, vous allez vous réunir pour définir le problème, trouver des idées. Une fois que vous avez trouvé des idées dans cette explosion d'idées que vous allez avoir, parce que vous êtes des gens créatifs, vous allez devoir aussi en sélectionner quelques-unes et les tester au fur et à mesure pour voir ce qui amène de la valeur et peut-être itérer une deuxième fois si vous avez le temps. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire avec vous. Je sais que l'idée, c'est de vous donner un peu un avant-goût. Merci beaucoup. Merci, Giorgio.
Mais de rien. Et puis, dispo s'il y a des… Oui, on prend le temps de 5 minutes de questions. N'hésitez Bien pas. sûr, bien sûr. N'hésitez pas à prendre la parole ou poser vos questions dans le chat. Et puis, si vous voulez, si vous avez du mal avec le fait que ce soit enregistré, on peut même demander de couper l'enregistrement, hein, mais Tout à fait. à vous de voir. Il y a 2 questions. Cédric, ouais. Je vois une main. Bonjour, Giorgio. J'avais une question un peu plus technique de voir un petit peu, on parlait du design thinking par rapport à la stratégie. Ah Est-ce que ouais. vous auriez un ou deux exemples, ou en tout cas un exemple à nous donner, parce que j'ai du mal à me projeter sur comment vous l'avez appliqué et quel a été le résultat. Alors, vous pouvez regarder sur la page de SIG, hein, la stratégie 2025 qu'on a et celle qu'on va probablement réécrire pour 2035. En tout cas, si c'est avec moi, ce sera probablement fait de cette manière-là, hein. Donc, et je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est vrai que c'était assez original maintenant encore, il y a 7-8 ans de le faire de cette manière. Donc, l'idée, c'est sans aller trop loin, déjà de connaître quel était vraiment le contexte social et environnemental de l'entreprise, hein, comprendre vraiment largement ce qui y avait, de voir les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, et puis également d'avoir la direction générale, hein, et le conseil d'administration qui nous ont donné aussi leurs inputs. Et puis ensuite, on a beaucoup travaillé aussi sur différents scénarios possibles, et puis on les a finalement testés en workshop avec différentes personnes pour pouvoir se dire qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui au contraire n'est pas du tout opportun, etc. Et donc, on a fait 4 ou 5 workshops avec environ 80 à 100 personnes, pas d'un coup, hein, mais qui nous ont nourris avec justement tout plein de retours. Et puis après, il a fallu quand même tenir la plume. Et donc là, voilà, c'est plutôt conceptuel, mais ça a permis aussi une appropriation plus large. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Je crois bien. Qui voulait poser une question? Je me demande si ce n'était pas un applaudissement plutôt qu'une question. Je vous remercie en tout cas, merci beaucoup. Mais allez-y, hein, même si vous avez une remarque, ceux qui ont déjà utilisé ce genre d'approche, volontiers, hein, si vous avez un retour d'expérience, moi je suis preneur. J'ai beaucoup aimé la méthode des 4D avec vraiment ce système de double losange qui est très parlante. Et c'est vrai que parfois le design thinking, c'est un peu flou. On a l'impression que c'est un peu une méthode un peu bisounours. Et j'ai trouvé que c'était très clair et très bien résumé en l'espace de 30 minutes. Donc, félicitations. Merci, merci. Merci Cédric. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, Giorgio. Ah oui, il y a peut-être des questions dans le chat. Il n'y en a pas, mais si jamais. Il n'y en a pas. Il y a des compliments pour toi, Giorgio. Ouais, merci. Des compliments. Merci. En tout cas, c'est apprécié. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, vous savez, effectivement, c'est un sport de combat, hein. C'est-à-dire que toutes les idées sont bonnes, mais quand elles sont dans notre tête, puis après, quand on les essaye, on se rend vite compte qu'il y a des choses qui sont possibles, pas possibles. Donc, n'hésitez pas à en essayer. N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Et puis à vraiment utiliser cette force d'intelligence collective dans le groupe et ne raffinez pas trop vite, hein. Ça, c'est le dernier message aussi. Laissez de la place. C'est vrai que c'est toujours tentant d'arriver sur quelque chose de super léché, etc. Bon, voilà, après, voilà, dans la présentation, ça fait plus cool. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment que ça ait de l'impact, essayez de tester. C'est vrai que c'est un peu un processus laborieux, mais c'est bien. C'est bien de le faire. Merci. Vous serez récompensé. Merci, Giorgio. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce hackathon et puis avec les autres présentations. Et à disposition, on vous fera parvenir aussi le support. Merci beaucoup. Merci, Giorgio.